La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Populisme, l'anathème a fleuri depuis des mois dans l'espace public, bien loin la plupart du temps d'une tentative de description sérieuse d'un phénomène politique complexe, brandi, apposé comme un stigmate sur des objets et des personnes que souvent tout sépare, s'agissant au moins de politique. L'usage proliférant de ce mot, populisme, ne fait pas qu'ajouter à la confusion ambiante, ce dont nous n'avions assurément pas besoin. Il mine profondément la démocratie, rien de moins. C'est la thèse que développe et argumente la philosophe Sandra Logier et le sociologue Albert Augien dans un nouvel essai, le 3e coécrit ensemble. Ils sont aujourd'hui mes invités. À la suite dans les idées. Sandra Logier et Albert Augien qui seront rejoints en deuxième partie de cette émission par Chloé Cormand qui est romancière et qui travaille actuellement avec d'autres écrivains à un livre des places qui portera un regard littéraire sur ce phénomène qu'on appelle des places, ces mouvements qui ont consisté en l'occupation de la place Tahrir jusqu'à la place de la République à Paris, en passant évidemment par Wall Street et un certain nombre d'endroits depuis un certain nombre d'années. Alors, antidémocratie, j'ai pas prononcé encore le titre de cet essai qui paraît aux éditions La Découverte et qui est co-signé Albert Augien, Sandra Logier, antidémocratie parce que eh bien, c'est ça qui vous inquiète, qui vous préoccupe derrière l'usage de ce mot populisme que je rappelais, Albert Augien, c'est que derrière cet usage très étrange et très préoccupant et souvent peu clair, il y a véritablement des attaques diverses qui sont portées contre la démocratie. Diverses parce que certaines reprochent à la démocratie au fond d'exister et d'autres lui reprochent de ne pas exister. Albert Augien. Oui, vous avez exactement bien cerné notre propos. Quand nous l'écrivons, en fait, le livre est parti d'une sorte d'irritation qui est montée à voir le terme populisme appliqué à Podemos, à Viktor Orban, aux suprématistes blancs en Amérique, aux citoyens britanniques qui ont voté pour le Brexit. Et évidemment, comme vous l'avez dit, on s'est dit, mais quelle étrange confusion. Comment est-ce qu'on peut mettre sous le même label, disons, les revendications de gens comme Podemos ou Syriza et celles de Donald Trump ou de Viktor Orban, pour ne pas parler des mouvements d'extrême droite dans les pays du Nord ou d'Alternative for Deutschland. Et donc, du coup, si on se plaint du fait que la démocratie ne vit pas parce qu'il n'y a pas assez de débat public, la première idée qu'on s'était donnée, c'était que utiliser ce terme ne permettait pas de développer une conversation puisqu'on ne savait pas de quelle position on parlait. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, comme on a essayé de le proposer, mais de façon un peu ironique, on ne peut pas réglementer le langage, mais on aimerait bien que les commentateurs et les analystes politiques suppriment ce terme de leur vocable et qu'ils emploient les véritables revendications qui sont posées pour qu'on discute du fond de l'affaire. Parce que chaque revendication a des conséquences pratiques très différentes. Alors, il n'y a pas seulement l'idée négative de vouloir supprimer un terme du vocabulaire, il y a aussi le travail qui est celui des philosophes et des sociologues, et surtout quand ils travaillent ensemble, qui consiste de façon peut-être plus positive à améliorer la définition des concepts qu'on utilise. Alors c'est un travail de longue haleine que vous avez entrepris, et je le disais, c'est le 3e livre que vous écrivez ensemble. Et dans les livres précédents, vous aviez, Sandra Logier, essayé de définir de manière plus roborative et plus ambitieuse peut-être le concept de démocratie. Et c'est sur cette base que vous repartez pour penser l'antidémocratie, c'est-à-dire que à vos yeux, la démocratie, c'est pas seulement ce régime politique un peu abstrait, c'est bien plus que ça, Sandra Logier. Alors, je crois que la démocratie, en effet, est constamment revendiquée aujourd'hui. C'est une sorte de valeur quasi universelle et revendiquée d'ailleurs souvent par les pires ennemis de la démocratie. Donc, c'est vrai que ça mérite vraiment une analyse. C'est une analyse qu'on avait commencé avec l'ouvrage consacré aux actions de désobéissance civile, puisque on était parti, cette longue collaboration est partie juste de l'observation de ce phénomène un peu curieux qui a été analysé par nous comme justement une expression de la démocratie, au lieu que ce soit vu comme c'était souvent le cas à l'époque. Je crois que maintenant
l'idée s'est vraiment répandue, mais au moment où on avait fait le livre sur la désobéissance civile, il y avait l'idée que c'était plutôt un danger pour la démocratie, un symptôme de crise, etc. Et donc, ensuite, nous avons voulu vraiment essayer de consolider la définition de la démocratie qui était à l'arrière-plan du premier ouvrage. Et en effet, avec le mouvement des places, et c'est pour ça que c'est vraiment magnifique le projet de livre de Chloé et de ses amis, parce que on avait voulu étudier donc les mouvements des places comme étant non pas seulement une sorte de manifestation d'amour de la démocratie ou de revendication, ce qui était déjà extrêmement important, mais surtout comme expression et illustration d'une forme de vie démocratique. Et c'était ça la thèse centrale du livre, qui était donc que la démocratie, ça n'est pas seulement un régime des institutions, même si c'est très important, et on a vécu là-dedans depuis un an, donc les élections, etc. Bon, ça existe, mais heureusement, la démocratie ne se réduit pas à un processus-là. La démocratie, c'est à la fois donc une forme de vie, c'était la thèse, c'est une façon de vivre de façon égalitaire en fait, et avec une absence de pouvoir vertical, donc des relations à la fois équilibrées, sans domination horizontale. Et c'est vrai que dans tous les mouvements d'occupation, il y a cette aspiration-là, avec l'idée qu'il faut en fait vivre aussi en fonction de ses idées, qui quand même assez peu répandue maintenant. Donc la démocratie, c'est une forme de vie. Et puis la démocratie, et là-dessus, on rejoint nos philosophes fétiches, à vous aussi, à Sylvain, donc John Dewey, puisque John Dewey dit aussi que la démocratie, c'est une forme d'exploration et d'enquête. Et donc, dans ces mouvements-là, mais aussi dans toutes sortes d'actions aujourd'hui, au quotidien, donc qui existent dans la société, eh bien, il y a cette exploration de la démocratie à la fois comme forme de vie et comme enquête, exploration. Et c'est ça, en fait, cette définition qu'on continue à explorer. Alors Sandra Logier citait le philosophe américain pragmatiste John Dewey, ce concept de public qui est le sien, composé des citoyens qui mènent des enquêtes pour comprendre la situation dans laquelle collectivement et individuellement nous nous trouvons. C'est un concept, Albert Augien, que vous préférez, celui de public, à ceux qu'on utilise habituellement d'espace public, de société civile, que vous observez, qui vous intéressent aussi ? Oui, on le préfère pour une raison simple, c'est que chez Dewey, ça donne une place considérable à l'activité des citoyens et des citoyennes ordinaires. C'est-à-dire le fait que quand on vit en collectivité, naissent des problèmes. Ces problèmes ne sont pas simplement l'apanage des élites qui gouvernent, qui doivent les résoudre, mais d'abord sont soulevés, sont mis en forme par l'action des citoyens ou l'observation des citoyens. Perçus déjà comme problème. Perçus comme problème. Il faut bien sûr qu'il y ait donc c'est en ce sens que l'enquête est très complète. Il faut déjà qu'on conçoive le problème, qu'on le rende collectif, qu'une fois qu'il est collectif, qu'on se donne les moyens de l'analyser et puis de le résoudre. Ce qui veut dire une chose qui pour nous était très importante, c'est reconnaître la pleine et entière capacité politique des citoyens ordinaires. C'est pas simplement l'apanage des gens qu'on a élus. Donc cette idée-là, qui revient dans Antidémocratie, c'est-à-dire à partir du moment où on a accepté dans le principe démocratie, donc notre dernier ouvrage, l'idée d'une capacité pleine et entière des citoyens et des citoyennes pour résoudre des problèmes politiques, il faut le mettre en œuvre. Et l'antidémocratie, en gros, sa forme fondamentale pour nous, et c'est les figures qu'on traque dans le livre, c'est de nier cette capacité. C'est-à-dire que les personnes qui gouvernent, qui se sentent en position de gouverner, et l'ensemble de l'entourage des gens qui gouvernent, ce qu'on appelle les professionnels de la politique, qui peuvent inclure les journalistes, les analystes, les commentateurs, les formations universitaires, les philosophes. Non, je passais d'abord par Sciences Po, après les philosophes, mais même des sociologues. Beaucoup de gens qui considèrent qu'en fait, pour le dire très rapidement et avec un terme qui va faire bien sûr scandale, on ne fait pas confiance au peuple. Il n'est pas possible de faire confiance au peuple pour gérer les affaires collectives. Et donc cette chose-là revient de droit à des élites qui gouvernent. Et d'une certaine manière, l'usage du terme populisme, pour nous, quand on le pointe, on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est pour dénoncer, disons, l'irrationalité entre guillemets du peuple, ces emballements, le fait qu'ils soient l'objet de propos démagogiques qui peuvent s'emporter de façon passionnelle, émotionnelle, affective, et que donc une population de ce type-là, on ne peut pas lui confier des choses sérieuses comme la politique.
Alors on reviendra sur les questions de compétences politiques, mais déjà le mot peuple est problématique et vous regardez un petit peu les usages philosophiques de ce terme et encore une fois, cela vous conduit à préférer parler en termes de public que de peuple, Sandra Laugier, d'une certaine façon. Alors nous avons quand même analysé finalement aussi ces différents usages du mot peuple, puisque c'est vrai qu'on essaie vraiment d'avoir cette méthode de la philosophie, du langage ordinaire, qui, articulé à la sociologie ordinaire, devient finalement cette conception ordinaire du politique où on va s'intéresser à ce qui est dit ordinairement par les citoyens. Et le mot peuple est très central, malgré tout, dans le discours. Donc on ne veut pas du tout y renoncer. Il ne s'agit pas d'interdire l'usage du mot peuple. Non. C'est l'usage de populisme que vous voudriez interdire. Voilà, tout à fait. C'est très juste, puisque c'est même un paradoxe dans le discours public, qui est que tout le monde aime bien le peuple. Il y aura aucun homme politique dira « moi j'aime pas le peuple, c'est dégoûtant ». Par contre, dès qu'on va parler de populisme, eh bien souvent des hommes politiques, il y en a un certain nombre, mais certains qu'on revoit particulièrement ces derniers temps, vont utiliser le mot populisme pour en fait se valoriser eux-mêmes, se mettre en avant et donc critiquer en fait la capacité du peuple à décider. C'est-à-dire que dans cet usage de populisme, il y a une analyse et une certaine conception du peuple qui consiste à dire que le peuple soit l'objet de passions assez viles et se laisse avoir, etc. Soit, et c'est même vrai du coup dans des positions de type populisme de gauche qu'on analyse, l'idée que le peuple est une valeur très forte mais a quand même besoin d'être orienté, guidé par des penseurs. Et puis, je crois qu'il y a depuis un moment aussi un usage encore plus inquiétant du terme populisme qui est lié à des discussions sur la vérité, la post-vérité, qui vont conduire certains finalement à dire qu'ils sont au-dessus du peuple pour pouvoir décider de ce que c'est que la vérité, que la masse des gens donc sont complètement crédules, faibles, etc. Et que heureusement qu'il y a des personnes lucides pour les remettre dans le bon chemin. Donc dans toutes ces analyses-là que évidemment je cite ensemble alors qu'elles sont très diverses, il y a toujours, c'est ça qui nous a intéressés dans le projet du livre, il y a quelque chose qui est vraiment de l'antidémocratie, c'est-à-dire une forme de réticence très fondamentale, à la fois intellectuelle, politique, sociale, à donner vraiment la parole et le pouvoir au peuple. Ce qui serait pas grave si, en fait, la plupart des discours politiques ne valorisaient pas, en fait, cette idée-là. C'est vraiment cette antidémocratie qu'il faut analyser. Ce que vient de décrire Sandra Laugier, Albert Augier, on l'a vu par exemple depuis déjà assez longtemps dans le domaine scientifique, où on a vu des scientifiques un peu désarmés face à la perte d'autorité de leur position traditionnelle, tenter pour certains de taper du poing sur la table en recourant aux arguments d'autorité et se rendre compte aussi que ça marchait plus tout à fait de la même manière. Donc on a vu d'autres scientifiques, parfois les mêmes, qui ont changé, adopter d'autres façons de faire et recourir à une sorte de science ouverte. On a vu se mettre en place des conférences de consensus, des débats, des conversations démocratiques qui ont impliqué les citoyens pour aborder des controverses, pour faire en sorte que soit partagé de façon la plus efficace et commune possible l'état des savoirs, au fond, scientifiques. Là, ça a pu constituer une sorte de laboratoire de cette démocratie que vous appelez de vos voeux à certains égards. Alors, il fonctionne pas forcément toujours très bien, mais... Voilà, Albert Augier. Il faut dire cette chose-là, c'est-à-dire qu'il y a toute une tentative, même en politique, les scientifiques ont fait ça, mais les médecins l'ont fait avant. Et je rappelle, et par chance, le film de Robin Quantillo est sorti, la position que Act Up a eue. 120 battements par minute. 120 battements par minute, où la parole des personnes atteintes de la maladie a pris un poids, mais sous l'effet d'une action politique autonome, qui est une des rares actions politiques autonomes de citoyens et de citoyennes concernés par un problème, avec des effets bien concrets. Un autre, c'est certainement les luttes féministes, qui sont des organisations autonomes, politiques autonomes, c'est-à-dire en dehors des partis, des syndicats, ce qui était la chose à partir de laquelle on avait construit le principe de démocratie. C'est comment se fait-il que sur les places, ce qui était exclu en premier lieu, c'était les partis et les syndicats, c'est-à-dire que c'était des réunions de citoyens concernés, point final. Ce phénomène de dire il faut donner la parole aux gens
est un phénomène assez vaste. Alors, vous avez raison, en sciences, ça se fait avec les mouvements que vous annoncez. En médecine, ça se fait avec les mêmes réticences. C'est-à-dire que ACT UP a fait son travail, mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, il y a certaines zones où les patients, où les malades, les usagers ont leur parole, mais en gros, le retour de bâton, c'est comme le backlash pour les féministes, hein, il est constant. C'est-à-dire, donc on voit bien dans le corps médical des grandes, je pense à la question de la toxicomanie, par exemple, comment le corps médical est réticent à accepter que les toxicomanes ont le droit de se droguer. Et une partie du corps médical est tout à fait en faveur de cette position-là. C'est vrai en politique aussi, où la démocratie participative est de plus en plus... C'est pas simplement à la mode, elle est vraiment mise en œuvre. Elle est mise en œuvre parfois. Elle est mise en œuvre à des échelles variables. Voilà. Mais je veux pas du tout contester que c'est faux. Ça, quand on fait un budget participatif à Paris, effectivement, on demande aux Parisiens de s'exprimer sur un certain nombre de choses. Dans beaucoup d'autres villes, quand on fait un ensemble de concertations, il faut pas négliger cette chose-là. Mais souvent, ce qu'on observe, et ça, je fais référence aux travaux des gens qui travaillent sur la démocratie participative, c'est qu'au fond, on va toujours, enfin, les gouvernants vont toujours être réticents à accepter la vraie et totale et pleine et entière décision des individus qu'on consulte, et toujours la parole va revenir en dernier lieu aux gens qui ont monté le projet, donc aux experts et aux technocrates. Et donc là, il y a une sorte de déficit qui se crée et les gens fuient un certain nombre de circonstances de participation parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas en fait le pouvoir. Donc il y a une tension constante qui anime la société et qu'on prend comme un fait. C'est un fait incontestable qu'on ne peut plus contourner. Et l'antidémocratie, précisément, c'est de montrer à quel point, même dans des tentatives comme faire participer les gens, il y a toutes sortes de manœuvres, toutes sortes de techniques pour finalement les écarter à la fin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas où c'est très très bien fait et ça fonctionne, mais en gros, on va s'apercevoir que c'est ces figures-là qu'on traque, de montrer pourquoi, en dernier ressort, vous ne pensez pas que les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Sandra Logier. Juste préciser pourquoi on avait mis un chapitre en fait dans cet ouvrage sur les sciences participatives, ce domaine particulier quand même d'activité, puisqu'en effet c'est lié vraiment à cette question politique de la démocratie, hein, comme le disait Albert. Et je crois que ce qui est vraiment supplémentaire dans ces questions de sciences, c'est que au plan donc de la démocratie politique, personne quand même n'oserait dire que les citoyens sont pas compétents pour aller voter. Hein. C'est vrai qu'on nous demande pas encore de passer un examen. Bon, après il fallait un CV pour être candidat en marche, mais par contre voilà, pour aller voter, ça va. Par contre, dans le domaine de la science, avec tout le développement, par exemple, de lieux comme la Paillasse, de lieux participatifs où des citoyens vont en fait vraiment non seulement s'éduquer, hein, parce que l'idée que la science doit être transmise, elle est quand même assez classique, mais vraiment fabriquer de la science en coopération avec des scientifiques plus professionnels. Je pense que là, c'est une véritable nouveauté, une nouveauté politique, puisque ça suppose donc qu'il y a une compétence des citoyens pour vraiment non seulement donc apporter leur contribution à la science, mais la faire. Et là, on se heurte vraiment à un mur antidémocratique, puisque là, il y a vraiment une question de pouvoir de la science qui résiste. Et en réalité, chaque fois qu'on a essayé d'aller au-delà, donc simplement de la proclamation un peu générale du fait qu'il fallait faire participer les citoyens et vraiment donc soutenir des sciences participatives, eh bien, on s'en est aperçu ces dernières années au CNRS, par exemple, quand on essaie de lancer ce type d'action, on s'aperçoit qu'il y a une véritable mise en cause du pouvoir scientifique des citoyens. Et alors, tout le monde parle d'intelligence collective, hein, politique, c'est un grand mot, et on a des preuves très directes de cette intelligence collective. Regardez, j'imagine que vous utilisez Wikipédia, par exemple, au début, qui aurait... C'est l'exemple que développait ici même le sociologue américain Eric Olin Wright, qui était mon invité il y a quelques semaines, comme un exemple assez magnifique de cette intelligence collective. Alors, bon, puisque moi j'aime bien discuter avec vous et depuis des livres, il y a quelque chose en vous lisant qui me tracassait. C'est-à-dire que je partage le constat que vous faites, évidemment, qui ne partage pas, et des risques qu'il y a à voir cette antidémocratie gagner du terrain quand on est démocrate. Et puis, je crois que j'ai mis le doigt au fur et à mesure sur la raison de mon interrogation, au fond, et je vous la livre comme ça. Vous dites, c'est terrible ces discours qui stigmatisent le populisme et qui pointent le côté irrationnel du peuple. Et au fond, je me suis rappelé que ce qui me gêne souvent dans les commentaires politiques, depuis de très nombreuses années, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'un certain nombre de spécialistes de sciences politiques,
considèrent que les électeurs sont des stratèges qui sont hyper rationnels. Alors ça, on entend ça du côté du CEVIPOF à Sciences Po. On a beaucoup d'analyses qui nous montrent la sophistication extraordinaire. Bon, toutes analyses qui sont réfutées par d'autres sociologues de la politique, ceux qui, à la suite de Daniel Gaxi en particulier, ont travaillé sur la participation politique et sur la question de la compétence politique, et qui montrent, et ce n'est pas un jugement normatif, c'est le résultat d'enquêtes sociologiques qui montrent qu'une très grande majorité des électeurs s'estiment eux-mêmes, d'abord pour commencer, incompétents politiquement, et ensuite, de fait, par exemple, quand on fait des sondages un peu plus sophistiqués que ceux menés par les entreprises privées de sondage, on s'aperçoit que derrière les mêmes mots, les personnes interrogées mettent des réalités extraordinairement différentes. Donc c'est très compliqué d'additionner et de faire comme si tout le monde avait la même compétence. Or, les sondages sont faits comme s'ils étaient destinés à des élèves qui préparaient l'ENA et pas à la population générale. Donc, pour le dire rapidement, j'ai le sentiment que le problème, c'est aussi que la démocratie fonctionne selon cette illusion normative d'une compétence politique généralisée, uniformisée en quelque sorte, homogénéisée, qui n'est pas la réalité du rapport aux politiques ordinaire, pour reprendre un mot que vous utilisez. Et que c'est cette espèce de mythologie politique qui gouverne la politique professionnelle, qui mine aussi la politique. C'est cette hyper-rationalité dans la représentation de la politique et pas seulement l'accusation d'irrationalité, Albert Augien. Ah ben, je trouve cette analyse parfaite. Hein. Je ne sais pas si c'est dû à nos 10 années de travaux. Oui, c'est à peu près ça ce qui se passe. Il y a une sorte d'écart. Et c'est pour ça qu'on a essayé de dire qu'il y avait un monde des professionnels de la politique qui fonctionnait en vase clos et qui fonctionnait pour lui-même, sur lui-même. Donc, effectivement, les sondeurs, l'ensemble. Alors, je veux pas me mettre à dos les gens du CEVIPOF qui ont assez de problèmes comme ça pour eux-mêmes, mais un des problèmes, mais qu'ils connaissent très très bien, qu'on avait pointé dans le dernier ouvrage, c'est qu'en fait, les catégories d'analyse qu'ils ont ne fonctionnent plus du tout. Ça, le corps électoral ne fonctionne plus dans les catégories déterministes qu'ils avaient acquis de la sociologie et de Bourdieu. Donc, ils pensaient que les gens, si vous êtes dans une certaine position sociale et par transmission familiale, vous allez voter d'une certaine manière, et effectivement, il y a une grande stabilité du corps électoral pendant très longtemps. Et puis cette stabilité du corps électoral a éclaté, et du coup, ils ne savent pas quels sont les critères qu'il faut appliquer pour savoir comment les gens votent. Donc du coup, c'est ces fameux trucs, les gens ils votent au dernier moment, les gens ne veulent pas déclarer qu'ils votent Front National. Bon, mais il y a beaucoup d'autres phénomènes. Bon, je pense aux travaux aussi de Braconnier et d'Ormagène sur l'abstention. Quand même, le comportement électoral des citoyens doit être analysé de façon un peu plus fine. Et je pense que les gens du CEVIPOF le savent très très bien, mais comme on leur demande des enquêtes, donc ils font des enquêtes qui servent au fait aux partis politiques. Alors, je vais pas me mettre tous les partis politiques à dos, mais là aussi, on peut se poser la question de savoir, quand on regarde le nombre d'adhérents qu'il y a dans les partis politiques, pour qui on parle. On paye beaucoup d'enquêtes pour gagner des élections, mais les partis politiques, c'est des choses qui sont un peu des coquilles vides aujourd'hui. Bon. Donc vous avez pointé, je pense, un des problèmes, qui est un problème qui se traduit aussi par le fait que les gouvernants savent très bien qu'ils sont en décalage avec on peut pas les prendre pour des naïfs, ils sont totalement en décalage avec la population. Les enquêtes qu'on leur produit semble pas les rassurer plus. Et ce qui est difficile, et nous on voit ça de près, c'est effectivement de comprendre le comportement politique ordinaire des gens. C'est qu'est-ce qui fait avec des énormes variétés, avec des changements subis. Mais ça, c'est ce qu'on observe en tant que sociologue toujours sur l'action des gens. Les gens, ils sont pas rationnels. Enfin, pas rationnels au sens où ils n'ont pas une linéarité. Donc, ils changent beaucoup. Et ça, c'est très difficile. Donc, ce qu'on essaye, nous, de faire, juste, c'est de mettre sur la table cette dimension-là du comportement politique. Sandra Logier, sur cette question de la compétence politique, parce que vous avez tendance à dire, regardez, en fait, les citoyens sont beaucoup plus compétents que on nous le laisse croire. Regardez ce qui se passe quand il y a des mobilisations sur les places, quand il y a des actions collectives, quand il y a des associations comme ACT UP, pour reprendre l'exemple que prenait Ruben. Tout ça est vrai, mais la question qui se pose, c'est celle de la proportion de ces actions par rapport à un autre ensemble dont on a beaucoup parlé l'année dernière, qui est celui du corps électoral. Que pèsent ces citoyens très politisés, même s'ils ne sont pas dans les formes traditionnelles de la politique, par rapport aux 38 millions ou 40 millions d'électeurs. Là aussi, il y a un fait sociologique massif que nous rappelle toutes ces sociologies politiques. Je citais le nom de Daniel Gaxi tout à l'heure, mais on pourrait en citer d'autres. Il y a un
problème de compétences politiques généralisées à l'échelle de ces 40 millions, qui n'a rien à voir avec la compétence politique de ceux qu'on retrouve sur les places, dont on va parler tout de suite, Sandra Laugier. Alors, je suis évidemment d'accord, mais c'est vrai que cette phrase que vous venez de prononcer, Sylvain, est vraiment une expression de l'antidémocratie, en fait, qu'on essaye de pointer, puisque c'est vraiment considérer qu'un certain nombre de citoyens sont engagés, politisés, et donc ont une compétence. Mais moi, je considère rien. Je lis des oui. enquêtes de sociologie qui me disent... Nous avons aussi étudié ces enquêtes dans bien, ce livre. Je sais bien, c'est pour ça que je vous pose la question. Et comme le disait Albert, justement, je crois que toute cette orientation d'analyse politique, en réalité, elle est absolument inefficace. Elle a certainement une pertinence intellectuelle, comme vous l'avez dit, et un intérêt, mais je pense qu'au plan de l'action, c'est un peu comme l'économie, on pourrait dire la même chose du discours des économistes. En réalité, l'action qu'elle peut avoir pour améliorer le niveau de la vie politique et faire certain, participer d'ailleurs, elle plus se de pense gens. Pas comme normative, elle se pense purement comme je crois que c'est cela, et c'est exactement comme vous le dites, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu, et je crois que c'est ça, à la fois l'intérêt et la difficulté d'avoir une collaboration sociologie-philosophie. Ce qui fait que c'est pas de la sociologie, c'est pas de la science politique. Je voulais juste terminer. Quelque chose là-dessus, bien sûr, puisque en réalité, il y a une dimension normative et on a toujours avancé dans cette dimension normative au fur et à mesure de ces ouvrages. C'est vrai que, par exemple, on avait commencé à donner une définition de la désobéissance civile qui était très claire, assez utile. Et puis, on a été interrogé à un moment... On nous dit, alors, vous devez beaucoup aimer les mères qui refusent de marier les couples gays puisqu'ils sont dans la désobéissance civile. Donc c'est pour ça qu'on fait le deuxième livre, pour dire que, en réalité, la désobéissance civile, c'est pas seulement une procédure, mais il y a une visée normative qui est plus de liberté. Et d'égalité pour tous. Et d'égalité pour tous. Ensuite, on fait le livre sur la démocratie, et puis, effectivement, on a tous ces mouvements, Trump, le Brexit, etc., où en effet, les gens votent d'une façon qui, nous-mêmes... Vous emballe pas, oui. Nous emballe pas, oui. C'est clair. En même temps, comment est-ce qu'on peut à la fois défendre la démocratie et ensuite dire que tous ces gens qui votent massivement sont en fait des minables, des désespérés ou des cons. Donc c'est à ça qu'on a essayé de répondre dans le nouveau livre. Alors ça, c'est la voie de la philosophie. Juste rapidement, la voie de la sociologie en harmonie avant... Une voie rapide, oui, parce que la question, elle est vraiment, qu'est-ce qu'on entend par le domaine du politique ? Si on reste dans une question de régime, et le régime est fondé sur l'élection, et tout revient à la concurrence des partis dans un régime électoral, et donc on va mesurer le poids respectif des partis. Et de ce point de vue-là, on peut prendre les 38 millions d'électeurs. Maintenant, quand on prend la politique effective, qui sont les gens ? Alors, peut-être mes propos vont paraître un peu élitistes, mais qui sont les gens qui font de la politique ? Il y a d'une part des professionnels, avec l'ensemble des experts, techniciens, journalistes, enfin tout ce monde qui fonctionne très très bien. D'autre part, il y a le monde militant, c'est-à-dire les partis, les syndicats, des gens qui sont organisés, qui ont des théories, qui pensent à la conquête du pouvoir. Au sens large, ça comprend les ONG, ça comprend beaucoup d'acteurs différents. Non, justement, bon. Mais au milieu, c'est créer maintenant une population, celle qu'on nomme de façon pas très intéressante société civile, parce que ça veut dire beaucoup de choses, mais il se fait que un grand nombre de personnes ont des formes d'action politique extrêmement efficaces dans les grandes ONG internationales, qui ne s'intéressent plus du tout aux affaires de l'État-nation. Ça, vraiment, travailler en France en politique, c'est ridicule, parce que c'est soit au niveau de l'Europe, soit au niveau du monde que ça fonctionne. Énormément d'associations, de collectifs, de choses comme ça. Ce qu'on essaye de dire dans le bouquin, c'est que entre les professionnels de la politique et les militants, et ça c'était le monde, l'univers politique dans lequel on était, vient de se créer une population énorme, d'ailleurs qui sont des gens qui étaient auparavant dans les partis politiques et qui n'y sont plus. Donc les partis sont devenus des coquilles vides qui ne font que distribuer des postes, qui ne créent plus d'idées. Je pense que plus tellement, si quand même, parce que ceux que tu vises, donc le parti macronien, ils ont eu des bons postes. Et donc, ce qu'on essaie de remettre en balance, c'est quelle est cette population extrêmement compétente d'architectes, de médecins, qui souvent est disqualifiée parce qu'on dit, mais c'est quand même pas le peuple, ceux-là. Donc, à gauche, on va dire, mais oui, mais alors là, c'est des petits entrepreneurs, tout ça. Ce qu'on essaie de faire rentrer dans le tableau, c'est cette portion de la population qui est extrêmement active politiquement, et quelle place elle occupe aujourd'hui. Alors, quelle place, précisément, on va voir quelle place, au sens physique du terme, ont été occupées par ces nouveaux acteurs. Ce sera tout de suite en dialogue avec Chloé Cormand, et
avant ça, un extrait du EP de Kamasi Washington, ce saxophoniste de jazz californien qui a joué avec Herbie Hancock et Wayne Shorter, mais aussi avec Kendrick Lamar. La suite dans les idées, deuxième partie, on parle toujours d'antidémocratie, le livre d'Albert Augien et Sandra Laugier, mais aussi évidemment de démocratie, et on associe cette fois un regard littéraire, ou plutôt des regards littéraires, pluralistes sur cette question de la démocratie et des places. Bonjour Chloé Corman, vous êtes écrivaine, vous êtes romancière, on vous doit notamment Les Hommes couleurs au Seuil il y a quelques années, mais là vous êtes dans un collectif qui est en train de préparer un livre qu'on verra d'ici quelques mois autour de ce mouvement des places, tel qu'on l'a appelé, c'est le livre des places, et qui associe des écrivains qui ont pris en charge chacun l'une de ces places, ou de la Turquie à l'Égypte, en passant par les États-Unis, la France, enfin par un nombre considérable de pays, on a vu ces dernières années des occupations se faire jour. Oui, bonjour Sylvain Bourmeau. Effectivement, chacun va essayer de faire le récit d'un de ces... Alors, chacun n'est pas forcément faisant partie du mouvement des places, mais un lieu de soulèvement depuis 10 ans. Alors, comment ça a commencé ce projet, qui va paraître, je pense, vers le mois de mars, enfin ce printemps. On s'est réunis donc avec divers écrivains autour du collectif et désormais maison d'édition Inculte, Mathias Hénard, Maëlys de Kerangal, Arnaud Bertina, Mathieu Larnaudy et d'autres. Comment naît cette interrogation, cette envie de faire le récit de ces révoltes ? D'abord, je réfléchissais au fait que cette question de la révolte, elle est présente dans nos œuvres. Elle nous travaille fondamentalement. Si je prends juste les parutions de ces derniers mois, Arnaud Bertina qui fait un livre sur une révolte dans une usine, Pierre Ducreuset qui fait le récit d'un mouvement de hackers, qui réussit à faire un vrai casse bancaire. L'invention des corps, un des très beaux romans publiés en cette rentrée. Et des châteaux qui brûlent, on entend la révolte dans les titres. Ou bien, si je prends il y a quelques années, un récit d'émeute urbaine par Yannick Enel en 2013, ça nous travaille. Alors pourquoi ? J'ai l'impression peut-être que d'une génération d'écrivains qui se sentent un peu pris en otage, qui bouillonnent de l'envie de rechercher une forme d'expression dans des États démocratiques, mais aussi qui sont en peine sur la question de la justice sociale, qui protègent une finance libérale violente, et en même temps auquel on s'en remet dans une situation de terrorisme, de guerre extrêmement violente partout, à l'exception de quelques pays préservés. Et donc une difficulté et un sentiment d'être un peu coincé dans des démocraties qui affirment... Alors ça m'intéresse dans votre livre, cette dualité entre la démocratie comme institution et aussi comme forme de vie. Et je pense que la démocratie est aussi dans une dualité par rapport au fait qu'elle affirme le principe de la liberté d'expression, mais que ça non plus, ça n'a pas toujours de chair. C'est souvent l'être morte, la liberté d'expression en démocratie. Je voulais entendre la réaction de Sandra Laugier, parce que je la sais par ailleurs comme philosophe attentive aux productions artistiques, évidemment le cinéma ou les séries télévisées sur lesquelles elle écrit beaucoup, mais j'imagine, et ça a été le cas de la littérature aussi avant, sur laquelle vous avez écrit beaucoup, Sandra, c'est-à-dire que finalement ce regard esthétique, ce regard cinématographique ou littéraire vous apporte, vous nourrit en philosophe sur des objets comme ceux-là, comme les places, comme la démocratie. Bien sûr, mais ça n'est pas seulement un regard. Je crois que ce qui est remarquable dans toute cette nouvelle littérature, même si évidemment c'est chaque fois des œuvres spécifiques, c'est cette volonté aussi d'agir, de transformer les choses directement, ce qui est un peu déjà de faire contraire. Un livre à plusieurs. Et d'abord l'idée du collectif, et puis l'idée en effet de non seulement d'écrire la révolte, mais aussi l'exprimer. Et je crois que là c'est quand même un changement de position qui est extrêmement intéressant. Et de fait, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais l'idée d'une révolte, d'une société donc qui est intolérable, et des différents moyens qu'on peut avoir pour la transformer, je crois que c'est vraiment ce qui est commun à tous ces mouvements, et puis un certain type d'écriture, qu'elle soit littéraire, mais aussi théorique. Et là-dessus, je crois qu'il y a vraiment aussi une mise en cause du rôle de l'écrivain et de l'intellectuel traditionnel, un peu en surplomb, ou surtout un peu à l'écart, finalement. Et ça, c'est une transformation qui est en cours depuis un moment, mais qui là va vraiment prendre une forme
particulièrement radical dans cet ouvrage, puisqu'il va vraiment s'agir donc de mettre en évidence ce qui se passe dans tous ces mouvements, dans leur diversité aussi, et dans leur capacité non seulement donc à réunir des gens, mais à être aussi une forme d'incitation et d'espoir politique général. Oui, et qui se vit. Alors, il y a quelque chose qui m'a touchée dans ce que vous disiez sur Douai et la démocratie, comme une exploration, une enquête. On ne sait pas très bien ce qu'il faut, mais en tout cas, il y a la recherche d'un langage pour se révolter, qui est un souci commun. Donc, je disais, ce problème de la démocratie, de l'accès à la liberté d'expression, qui est lettre morte, ou qui se pose comme... Bon, alors avant, on avait des régimes autoritaires qui entraînaient l'idée de censure, de ferme ta gueule, et que maintenant, en fait, on est un peu dans une ambiance de cause toujours, d'impression que, en fait, les discours de révolte, ils n'ont pas prise, et on se débat contre un climat langagier. On a souvent échangé là-dessus. Je prends des exemples. Je tournais les pages d'un journal hier d'utiliser le mot polémique, les polémiques de Trump. Alors par exemple, le projet de mur avec le Mexique, c'est une polémique. Voilà. Donc des espèces de tics de langage qui dégradent extrêmement la langue, où on en parlait hier avec Mathieu Larnaudy. Comment agir, avec quel mot agir dans un monde où par exemple le mot de révolution, ça fait partie maintenant du langage de Apple par exemple. L'idée que en fait c'est une réussite marketing, la révolution. Ou c'est le titre du livre du président de la République aussi. Voilà, donc des mots qui se débinent comme ça. Comme ça perd du sens. Et un souci d'écrivain au plus largement, c'est pourquoi est-ce que le scénario écologique ou la crise des migrants n'imprime pas, n'agissent pas sur notre politique. Et je pense que c'est ça qu'on essaye de faire, essayer d'accéder à un langage, une mobilisation. Et dans un souci, enfin vraiment un tâtonnement, parce que tous ces mouvements interrogent, ça on en a beaucoup parlé entre nous, la question de la violence. Alors il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé, Chloé Corman, c'est la question des méthodes qui sont spécifiques aux écrivains, et même si elles varient de l'un à l'autre, qui renvoie à la question du récit en particulier. J'imagine que certains de ceux qui prennent part à cet ouvrage collectif ont pu être témoins, ont pu être au ras des places et proposer des récits. D'autres ont reconstitué en quelque sorte des récits avec d'autres modes d'enquête. Les modes d'enquête doivent être très variés d'un texte à l'autre, j'imagine. Absolument, et je pense que c'est très important le fait que on s'est pas donné pour règle qu'il fallait des spécialistes de chaque pays. Parfois c'est le cas. C'est le cas. Et parfois, la littérature, c'est aussi pouvoir s'intéresser à l'autre. Le souci commun, c'est un refus de naïveté, de pas idéaliser ces mouvements. Et là, c'est pour ça que je parlais de la violence. Il y a quand même, je pense à Maïdan par exemple, mais on peut aussi la place Tahrir. Les gens qui sont dans la rue et qui font aboutir leur mouvement, c'est pas toujours des purs démocrates dans les intentions. Il y a beaucoup de, à Maïdan, Emmanuel Ruben mettra en lumière l'action de l'extrême droite qui a même tiré sur ses propres militants pour déclencher la violence. Donc ça, c'est un écueil, des démocrates et des personnes fascisées, violentes, qui se retrouvent en même temps dans la rue. L'autre écueil étant, alors moi je couvre Occupy Wall Street, une espèce de gentillesse, on peut dire, de revendication de la non-violence dans un contexte de face à face avec la puissance publique où on se dit que de toute façon le mouvement sera pas réprimé, et on peut se demander dans ce cas-là, mais est-ce que ce mouvement dans ce cas-là peut aboutir ? Albert Augien, comment le sociologue pratique que vous êtes et pragmatiste, influencé par l'ethnométhodologie, les comptes rendus, etc., accueille ce type de récit? Mais j'ai peur en tant que sociologue de dégrader cette belle initiative et de dire des choses plates que les écrivains vont dire beaucoup mieux. Non, ce que je pense, c'est effectivement, il y a cette... c'est pas une fonction que les écrivains remplissent, c'est ce qui leur vient sous la plume directement, une partie des écrivains, d'être en prise avec leur époque et de dire ce qui ne va pas. Et donc là, de ce point de vue-là, je trouve ça assez formidable que des gens se regroupent. Comme a dit Sandra, je pense, parce qu'il y a cette reprise des thèmes de démocratie réelle tels que ça s'est produit sur les places. Et donc, vous en faites la preuve aussi en étant ensemble et en réfléchissant collectivement à comment faire, comment parler aujourd'hui dans un monde où la langue nous échappe. Alors, je rappelle quand même que Marcus avait déjà dénoncé la vacuité du langage. Donc, c'est pas tout à fait nouveau. Je pense que les termes ont un peu changé. La publicité existait déjà avant. La langue s'était étiolée. Donc, il est juste que des gens reprennent la langue. Et la seule chose que je voudrais dire
pour ne pas encore aggraver mon cas, j'espère que ça va toucher les milieux scientifiques. Parce qu'il y a une sorte de neutralité bienveillante, souvent chez les philosophes, chez les sociologues, chez les anthropologues, de ne pas trop dénoncer. On a perdu le goût de la dénonciation, on l'a même dénoncé la dénonciation. Et je pense qu'il y a une sorte de langage un peu plat. Et donc, si votre esprit de révolte pouvait revenir parmi les sciences sociales, ça me plairait beaucoup. Sandra Logier. Intervenir, parce que c'est vraiment passionnant, hein, et en effet, surtout sur cette question du langage, de la voix, en fait. Parce que, bien sûr, ça fait longtemps qu'on dénonce la platitude du langage, et Marcus et d'autres, mais là, il y a vraiment l'idée d'une sorte de réappropriation de la parole vivante, de façon à ce que elle puisse avoir un sens dans l'espace public, avec cette impression, en effet, de perte de sens. Et je crois que ça, c'est très important, et cette présence aussi des interlocuteurs entre eux, hein, donc le fait que la parole, ça s'échange entre des corps, en fait. Et du coup, tout le discours sur les réseaux sociaux, Internet, etc., c'est un petit peu balayé par ces mouvements-là. Et on le voit d'ailleurs très bien aussi dans 120 battements par minute, hein, dans le film sur Nuit debout, donc de Mariana Otero. C'est-à-dire que vraiment, la parole, c'est quelque chose qui existe en situation, hein, ce que certains linguistes avaient très bien vu. Et donc ce point, c'est vraiment important. Et puis, je voulais juste redire un mot de la violence, hein, parce que c'est vrai que c'est une vraie évolution, il me semble, dans les mouvements, malgré tout. C'est vrai que la désobéissance civile, la grande caractéristique de ces actions, c'était la non-violence. Et c'était une vertu morale qui était même exhibée, hein, avec les manifestants qui se faisaient traîner, etc. Et c'est vrai que petit à petit, et notamment dans ces mouvements, il y a en réalité aussi peut-être la fin d'une forme de tabou sur la violence. Alors non qu'il faille promouvoir la violence, mais c'est vrai qu'il y a une telle violence par ailleurs, que ce soit du côté de la répression, alors peut-être pas pour Occupy Wall Street, mais dans beaucoup d'actions, il y a aussi vraiment... En même temps, la façon dont Occupy a été liquidée en une seule nuit, elle n'était pas douce. Donc la violence, elle est quand même pas forcément du côté des occupants. Une conversation à prolonger, assurément. On aura l'occasion de le faire. Le livre des places dont parlait Chloé Corman avec tous ses écrivains paraîtra au printemps prochain. Oui. Mais d'ores et déjà, le livre dont on a parlé aujourd'hui à la suite dans les idées, Antidémocratie, d'Albert Augien et Sandra Logier, vous pouvez le trouver dans vos librairies préférées.